J'ai signé cette convention qui a été élaborée au ministère des Finances et que le ministre des Finances a signé, que moi aussi j'ai signé. Parce qu'il y avait il y a le transport des actifs et le transport sans contrepartie des droits de trafic qui sont gérés exclusivement par l'aviation civile. J'étais le ministre en charge de l'aviation civile et donc j'ai signé ça parce que maintenant Air Guinée Express devait remplacer la compagnie nationale Air Guinée Guinée. dans l'exploitation des droits de trafic revenant à la République de Guinée. Tout est, Air Guinée a connu des périodes de prospérité dans la mesure où, dès après l'indépendance, le président Sékou Touré a décidé de créer une compagnie aérienne avec la coopération de l'Union soviétique, qui avait doté donc cette compagnie de beaucoup d'avions, d'Ilyushin 18, d'AN-24 et même de AN-12. Les AN-12, c'est des avions militaires qui ont été utilisés pour le transport civil en Guinée. À un moment donné, après la mort du président Sékou Touré et l'arrivée des représentants des institutions de Bretton Woods, très tôt, euh, le Fonds monétaire et la banque ont mis Air Guinée dans le portefeuille des entreprises à privatiser. Avant de mourir, le président Sékou Touré avait obtenu un emprunt auprès des Américains qui lui ont permis d'acquérir trois Boeing. Un 707, un Boeing 707, un Boeing 727 et un Boeing 737. Alors, donc, ces avions étaient censés remplacer les avions soviétiques. Lorsque le Fonds monétaire et le gouvernement ont entamé les discussions pour la mise en place d'un programme d'ajustement structurel, ils ont visé, comme je l'ai dit, Air Guinée comme les entreprises à privatiser. Et très rapidement, le gouvernement a accepté de le faire. Et ils ont décidé déjà de vendre les deux autres avions. Parce que le Fonds monétaire et la banque disaient qu'on peut à la limite laisser créer une petite compagnie pour les vols intérieurs et pour les vols des pays qui auraient pu desservir les pays voisins. Mais qu'on n'avait pas besoin de cette surcapacité de Boeing, de trois Boeing par exemple. Donc le gouvernement avait déjà vendu les deux Boeing, le 707 et le 727, à des opérateurs économiques nigérians sans appel d'offres, par entente directe, à partir des années 89. Et dans le Juste, cadre, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous couper à ce niveau-là. Là, vous me dites que la compagnie aérienne avait trois Boeing et dès les années 1980, le gouvernement a décidé avec les instructions du Fonds monétaire international de vendre deux Boeing. À l'époque, étiez-vous aux affaires, étiez-vous ministre ou étiez-vous associé à à la vente de ces deux premiers avions? non, 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 je suis devenu ministre des Transports en 1996. Mais dès 1990, on avait déjà vendu les deux Boeing 707 par entente directe à des opérateurs économiques nigérians. On a changé le statut de la société dans le cadre de la dynamique de privatisation. On a transformé l'entreprise publique en société anonyme à participation publique pour permettre d'ouvrir le capital à des privés. Et les deux autres Et dans avions. cette, excusez-moi, dans cette nouvelle entité qui avait été créée, la participation, quelle était la répartition du capital entre l'État et quels étaient les actionnaires? Non, il n'y avait pas d'actionnaire. On a juste ouvert le capital et on était à Oui. la recherche d'investisseurs qui pouvaient s'intéresser à la compagnie. Mais au moment où moi je suis arrivé, il n'y en avait pas eu. J'ai trouvé une Air Guinée qui était une société à participation publique, mais il n'y avait pas eu d'investisseurs privés en 96. D'accord, Et d'accord. il y avait deux avions, le Boeing 737, qui était considéré, parce que si on ne l'a pas vendu, c'est parce qu'on a voulu laisser un avion pour les déplacements du président. Donc c'était l'avion de commandement du président de la République. Mais C'est le fameux Boeing 737-200. voilà, qui a été vendu à El Hadj Mamad Silla, c'est celui-là. Donc, D'accord. il était là. Et la situation de la compagnie au moment où j'arrivais, il y avait un avion, il y avait un Dash qui était en panne, qui est tombé en panne, un Dash qui avait été obtenu aussi dans le cadre de la coopération avec le Canada, mais qui est tombé en panne. Donc, il y avait le 737 qui était l'unique avion
qui faisait aussi les voyages présidentiels. À l'époque, au début, le président voyageait, il pouvait faire 2 semaines à l'étranger, et lorsqu'il n'est pas là, eh bien, il n'y a pas de vol. Et il faut dire qu'à l'époque, Air Guinée avait ouvert des agences, je crois à Kinshasa, à Lagos, à Accra, à Lomé, et dans tous les autres 6 autres pays limitrophes, 6 autres pays limitrophes. Donc, il avait une agence en pleine ville et puis le logement du directeur d'agence, ce qui alourdissait énormément les coûts et avec un personnel dans chaque agence. Et donc, je suis arrivé, la compagnie était déjà suffisamment subventionnée par l'État. Même l'entretien des avions se faisait sur le budget de l'État. Justement, nous allons y venir. J'aimerais simplement clarifier un point. À l'époque où cette compagnie était encore en action, donc de mémoire, la dernière année d'activité, donc c'était 2001. Quels sont les couloirs qui étaient desservis par la compagnie Air Guinée? Vous m'avez parlé d'ouverture d'agences dans un certain nombre de pays, Ouais. mais Air Guinée concrètement desservait quelle destination? C'est que je me souviens de Lagos, Accra, Lomé, Dakar, Abidjan, Freetown, et Monrovia et Bamako. D'accord. Donc, c'était principalement des destinations africaines, en fait, hein. Africaine, oui, africaine. On a D'accord. africaine. Donc, Et puis moyen. ouest africaine pratiquement. D'accord. Et quelle était la situation du personnel quand vous êtes arrivé en 96? Ouais, jusqu'au moment de la liquidation et de la vente des actifs, il y avait environ 458 personnes pour, 158 pour personnes. une compagnie, pour un avion. D'accord. Et justement, la situation financière, quelle est la situation financière que vous avez trouvée en place en arrivant comparativement à d'autres compagnies aériennes africaines? Enfin, diriez-vous que Air Guinée était une compagnie compétitive? Quelle était la situation financière? L'Air Guinée était déjà pratiquement en faillite. Ce n'était pas perceptible dans la mesure où c'est l'État qui prenait en charge les révisions de l'avion, parce que c'était aussi l'avion du commandement du président de la République. Et puis, il y avait des déficits importants qui étaient comblés par l'État. Et c'est pourquoi, effectivement, le fonds et la banque ont insisté pour que la compagnie soit liquidée ou privatisée. Je dois avouer que le fonds et la banque n'étaient pas opposés à ce que le président ait un avion de commandement, mais pas vraiment une compagnie avec des charges aussi lourdes et qui ne pouvait être financée que par le budget de l'État. D'accord. Alors, je vous propose d'avancer sur toujours dans la même thématique, hein, dossier Air Guinée, mais cette fois-ci sur la suite, donc la décision de privatisation. euh, alors, on sait que d'après nos lois, donc notamment, je vais retrouver l'article assez rapidement, c'est le ministre des tutelles qui doit présenter un plan de privatisation lors du Conseil de ministres. Euh, pour le cas de la privatisation de Air Guinée, comment est-ce que cette décision a été prise? Quel était l'organe qui en a décidé? Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, la présentation de ce rapport de privatisation par le ministère de tutelle, conformément donc à la loi euh, en la matière? Je, je vais vous expliquer, avec votre permission, Oui. le contexte. La Donc, Guinée, c'est la loi, excusez-moi, du 23 octobre 2001 qui dit que, en cas de privatisation, en fait, voilà, c'est le ministre de tutelle, donc le ministère de l'économie et des finances qui présente un rapport en Conseil des ministres et ensuite la décision de privatisation est prise. Comment est-ce que ça s'est fait pour le cas de Air Guinée? il faut d'abord rappeler que en 2000, la Guinée a atteint ce qu'on appelle le point de décision de l'initiative perpétuelle. C'est-à-dire que la Guinée devient admise à l'instrument d'annulation, de réduction de la dette prévu par l'initiative Pays pauvres très endettés. Ouais. Lorsque vous présentez un programme de réforme que vous engagez à mener, et vous êtes compte tenu du niveau de développement du pays, vous êtes admis.
Maintenant, il faut aller au point de décision. Le point de décision, c'est lorsque vous avez mis en œuvre l'ensemble des réformes prévues dans le programme. Et donc, le fonds avait fait de la liquidation ou de la privatisation de Air Guinée une conditionnalité de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. C'est le ministre des Finances qui négocie les programmes. Mais lorsque Sidi Touré est venu, moi, il m'a nommé gouverneur pour la Guinée à la Banque mondiale. Donc, je participais à ces négociations-là. Donc, le ministre des Finances s'est engagé effectivement à procéder à la liquidation ou à la privatisation de la compagnie dans le cadre du programme d'annulation de la dette au titre de l'initiative PPTE. Alors, le fonds, chaque fois, a relancé la Guinée. Et un jour, on a fait un conseil de ministres, je crois, le 8 janvier 2021. Et le conseil de ministres a décidé donc de procéder à la privatisation. Et à partir de là, il fallait mettre en œuvre cette décision du conseil des ministres. Et à un moment donné, le ministre des Finances a demandé une assistance de la Banque mondiale pour l'aider à préparer un dossier de privatisation. Et la Banque mondiale a envoyé un expert qui appartenait à une société qui s'appelait, je crois, Aérosynergie, une société suisse. Lorsque le monsieur est arrivé, je m'excuse d'être long, mais c'est bon que les auditeurs ou les spectateurs puissent comprendre le contexte. Donc, allez-y, vous avez raison. expert est arrivé, moi je l'ai reçu personnellement, on a parlé de la compagnie et de ses difficultés, et puis il est allé travailler à Air Guinée. Le bruit a couru en ville qu'on veut liquider Air Guinée. Un beau matin, le président envoie me chercher. Je viens, je le trouve avec Elhadj Mamad Silla. Le président me pose la question, ah, vous êtes en train de vendre mon avion? J'ai dit, quel avion, président? Elle dit, ah, Air Guinée. J'ai dit, oui, on a décidé au conseil des ministres de privatiser. Je crois que le ministre des Finances a sollicité une assistance de la Banque mondiale. Je sais qu'un expert est là. Moi, je l'ai reçu, il est en train. Il dit, c'est la Banque mondiale qui a acheté l'avion. J'ai dit non. Il dit, bon, vous arrêtez tout, vous vendez à Elhadj Mamad Silla. Écoutez, juste un point d'éclaircissement, parce que c'est important. C'est-à-dire que, alors, le ministre était en négociation avec le FMI, donc qui avait fait de la privatisation ou de la liquidation de la compagnie une condition pour parachever ce programme de désendettement. Mais ça veut dire que le président de la République, Lansana Conté, n'était pas au courant de cette exigence ou, enfin, on a du Si, mal un si, peu à saisir. Oui, si, elle était au courant. Il était au courant que la décision de privatiser a été prise. Le conseil des ministres, c'est lui qui présidait. Il était au courant et qu'il fallait avancer. Donc, d'accord. maintenant, comment le faire? Ça, je sais que le ministre des Finances a contacté la Banque mondiale pour essayer d'avoir un dossier professionnellement bien élaboré. Et moi-même, j'avais d'excellentes relations avec Mamad Dia, qui était directeur des opérations pour la Guinée, le ministre des Finances m'a demandé d'intervenir pour que Mamad Dia accepte de financer une assistance technique au gouvernement pour la préparation d'un dossier à présenter aux investisseurs potentiels. Donc, c'est au D'accord. moment Et où à ce stade, juste avant d'arriver à l'étape Mamadou Sylla, dans cette démarche de recherche de repreneurs potentiels, est-ce qu'il y avait eu des démarches qui avaient été faites pour ne serait-ce que shortlister des entreprises guinéennes ou ailleurs hein, qui étaient en capacité de reprendre les actifs d'Air Guinée et de restructurer la compagnie? Est-ce qu'il y avait eu cette démarche-là? la prise de contact devrait se faire avec un dossier que l'expert qui était là était en train d'aider le gouvernement à élaborer. Donc, il n'y avait D'accord. pas eu de contact formel. Moi, j'ai rencontré, puisque j'étais invité en même temps que le ministre des Transports marocain au Salon du Bourget chaque année, je lui avais dit, est-ce que ça ne l'intéressait pas? Il y a une société, notre compagnie aérienne, cherche des partenaires techniques ayant l'expérience de la gestion des compagnies de transport. Si Air Maroc, c'était informel, hein, au cours d'un dîner et tout ça, il a dit non, que le marché guinéen est trop petit pour Royal Air Maroc, parce qu'à l'époque, l'aéroport de Conakry ne traitait que 285 000 passagers contre 1 million à Dakar et 1 200 000 à Abidjan. Et donc, il m'a dit vraiment ce sera difficile, mais qu'il va voir. Après, il m'a fait comprendre que vraiment ça ne les intéresse pas. Mais ça, c'était l'informel.
Maintenant, on voulait présenter un dossier, saisir des compagnies ou en tout cas des sociétés qui ont l'expérience de gestion de compagnies aériennes pour leur dire nous disposions d'une compagnie qui a un Boeing, qui a les droits de trafic sur tel et tel pays, est-ce que ça les intéresse? C'est dans ce cadre que l'expert était en train de faire l'inventaire des actifs et des avantages. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vraiment très clair. Donc, c'est à ce niveau-là que le processus, disons, A été normal interrompu. a été interrompu et par l'injonction du président d'imposer en quelque sorte Mamadou Sylla comme repreneur. Exactement, mais il est bon que je vous donne le détail de cette rencontre lorsque le président m'a convoqué. Et j'ai D'accord, trouvé allez-y. El Hadj Mohamed Sylla, il m'a dit non, il faut arrêter tout et vendre à El Hadj Mohamed Sylla. J'ai dit, ah, président, je ne pense pas qu'El Hadj Mohamed Sylla, devant lui, ait des capacités de gérer une compagnie aérienne. La gestion des compagnies aériennes est très, très difficile. Toutes les compagnies africaines, sauf une seule, réussissent à équilibrer ses comptes. Toutes les autres sont subventionnées. Et Mohamed Sylla s'est fâché un peu pour le fait que je lui ai dit ça. J'ai dit qu'il n'a pas la capacité de gérer une compagnie aérienne. D'ailleurs, il l'a répété à plusieurs reprises. Le président a dit les deux autres avions ont été vendus à l'étranger. Il faut vendre cet avion-là aux Guinéens qui veulent créer une compagnie aérienne. Il était formel. J'ai dit, bon, écoutez, monsieur le président, ce n'est pas moi qui suis chargé des privatisations. Il y a une loi, il y a des pratiques. C'est le ministère des Finances. Il dit de l'informer, mais ne sabote pas. Parce que Mohamed Sylla avait fait comprendre que j'avais des relations difficiles avec lui. C'était connu que j'étais plutôt contre ses intérêts. C'est parce que j'étais contre ses intérêts que j'avais donné cet avis qui n'était pas favorable. Donc, c'est ainsi que lorsque je suis sorti de là-bas, j'ai appelé le ministre des Finances, j'ai dit que j'ai été convaincu qu'il faut qu'il voie le président pour régler cette question. D'accord. Alors, Mamadou Sylla, on va dire, a été choisi dans des conditions enfin, qui n'allaient pas dans le sens du processus qui avait été enclenché après le conseil des ministres. Maintenant, Il faut préciser que le Conseil de ministres n'a pas défini de modalité. Le Conseil de ministres a décidé de la privatisation. Juste, elle n'a pas dit comment. C'est le ministre des Finances qui a cherché à avoir un appui technique de la banque pour faire ça de façon un peu professionnelle, rédiger un cahier de charges qu'on aurait pu transmettre certainement à une liste de gens ou en tout cas faire un appel d'offres. Je ne sais pas comment ça allait se passer puisque malheureusement l'expert n'avait pas conclu son étude et son assistance, son travail d'assistance technique. d'accord, c'est très clair. Et on va avancer dans le dossier, monsieur le Président. Euh, on va évoquer maintenant l'exécution de la décision de privatisation, notamment la constitution de la commission de privatisation. D'habitude, il y a, en cas de privatisation, au moins un représentant du ministère de tutelle voilà, de la compagnie ou de l'entreprise publique. Dites-nous comment est-ce que cette commission a été constituée et est-ce que le ministre du Transport, le ministère du Transport était représenté dans cette commission de privatisation? D'abord, une précision. Lorsque je suis sorti de chez le président, j'ai appelé le ministre des Finances. Je lui ai fait le compte rendu de mes entretiens. J'ai dit, il faut voir le président. Et tout ça. Après, il ne l'a pas vu. Le président m'a revu, il m'a dit, tu veux saboter? Je t'avais dit, pour la privatisation, vous n'avez pas vendu encore à Mamadou. Le président, j'avais informé le ministre compétent. Il dit, j'étais gêné, je dis, bon, je vais l'informer encore et insister. J'ai appelé Chèque, et puis 2 heures après, il m'appelle, il m'a dit qu'il a vu le président, il est intraitable, il faut vendre à Mamadou Sylla. Comment on fait? Et comment on fait avec Chèque Amadou Camara, qui était ministre des Finances. Voilà, c'était le ministre des Finances, de l'économie et des finances de l'époque. Alors, je vous laisse continuer. Alors, je vous laisse, il dit qu'il a appelé le président, il a vu le président intraitable et qu'il faut vendre cet appareil-là à Mamadou Sylla, étant donné que les deux autres sont en train de voler en dehors du territoire guinéen. Il a dit, mais comment on fait, monsieur le ministre? J'ai dit, ah, c'est toi qui sais, c'est toi qui es le ministre des Finances, ministre du portefeuille des États et qui a
qui a à ton sein. Il dit, bon, écoute, il faut que, qu'est-ce qu'on va dire à la Banque mondiale? Parce qu'il faut qu'on interrompe la mission de l'SPCT. Je ne sais pas vraiment. Il dit, bon, je vais t'envoyer Ibrahim Kamara pour que vous puissiez me faire une recommandation. Ibrahim Kamara, c'est le directeur de la cellule de privatisation. Privatisation, effectivement. Et donc, je repose ma question. On sait que d'habitude, quand une décision de privatisation est prise, dans la commission, il y a un représentant du ministère des tutelles. Est-ce que dans cette commission, comment est-ce que cette commission a été constituée et est-ce que vous, votre ministère, était représenté? D'abord, je n'étais pas représenté, malheureusement, parce que, alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que je cherchais à savoir. Mais en tout cas, finalement, la liquidation, un décret a été pris et présenté le président. À mon insu, d'ailleurs, on a préparé un préset, le décret de liquidation de la compagnie. Il a été décidé de vendre les actifs sains à Mamad Silla. Le projet de décret a été préparé au ministère des Finances. Et il a été, pour son application, une commission a été mise en place. Il n'y avait aucun représentant du ministère des Transports, ni de l'aviation civile, qui assure la tutelle sur les entreprises de transport aérien, ni le cabinet du ministre qui habituellement désigne aussi quelqu'un. J'ai cherché à savoir, On m'a dit non, pense que si on vous met là-bas, c'est pour saboter. Parce que je suis supposé être contre Mamad Silla, ce qui n'était pas le cas. Mais bon, c'est ça. On n'a mis aucun cadre du ministère des Transports dans la commission qui s'est chargée de la liquidation, de la mise en place du plan social, du désintéressement des travailleurs, de l'évaluation des actifs, de la fixation des prix et de la négociation avec le repreneur. C'est lui qui devait. Il n'y a eu aucun cadre du ministère des Finances, des transports, ni de l'aviation civile, ni d'un cabinet de ministre qui ait participé à toutes ces opérations. On va juste récapituler parce que c'est un point qui me semble assez intéressant, assez crucial d'ailleurs. Vous êtes ministre des Transports, tutelle donc de la compagnie aérienne Air Guinée. Il y a une décision de privatisation qui est prise, qui est imposée entre guillemets par le Fonds monétaire international pour parachever un programme de désendettement. Il y a un processus qui est initié suite à ce conseil de ministres qui consiste à chercher un repreneur. Ce processus est interrompu à la présidence de la République par le président qui souhaite imposer un repreneur en la personne de Mamadou Silla. Il y a une commission de privatisation qui est mise en place, des négociations qui sont conduites, mais le ministre des tutelles que vous n'êtes en aucun cas associé et d'une quelconque manière. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, monsieur le président? Exactement ça. Exactement ça. On ne m'a pas associé. En général, on met en place des commissions, on met un ou deux représentants du ministère de tutelle, mais dans ce cas, on n'a mis aucun représentant du ministère des Transports, du ministre des Transports que j'étais. On a supposé, selon certaines rumeurs, c'est parce qu'on pense que j'étais contre Mamad Silla et que si on me mettait là-bas, c'était pour saboter l'opération. C'est ça que les rumeurs, il n'y a pas eu de vérité parce que je n'ai pas posé de questions. Mais il faut aussi préciser que la loi est claire. Seul le ministre des Finances est compétent pour les privatisations. Il associe qui il veut. Il n'est pas obligé d'associer le ministère de tutelle. Il ne l'a pas fait. Nous allons, même si dans la pratique, on le faisait régulièrement. Mais pour ça, il n'a pas fait et je ne m'en suis pas plaint. Non, mais nous aurons le temps de revenir de manière assez détaillée sur ces éléments-là lorsqu'on va évoquer le rapport d'audit qui a été fait par la suite. Je voudrais simplement, pour avancer, vous poser une question. Dans ce cas-là, les documents de cession qui ont été faits par la suite, qui ont été signés, est-ce que vous avez été, vous aviez été associé à ce moment-là pour signer ces documents-là parce qu'en tant que ministre des tutelles, ne serait-ce que sur la convention de cession, de manière pour que la convention soit régulière, vous êtes amené quand même à la signer. Est-ce que vous l'avez signée? Oui, j'ai signé cette convention qui a été élaborée au ministère des Finances et que le ministre des Finances a signé, que moi aussi j'ai signé. Parce qu'il y avait il y a le transport des actifs et le transport sans contrepartie des droits de trafic qui sont gérés exclusivement par l'aviation civile. J'étais le ministre en charge de l'aviation civile et donc j'ai signé ça parce que maintenant Air Guinée Express devait remplacer la compagnie nationale Air Guinée dans l'exploitation des droits de trafic revenant à la République de Guinée. D'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas,
de manière assez, enfin, de manière maintenant rétrospective, est-ce qu'aujourd'hui vous nourrissez quelques regrets que ce soit d'avoir accepté de signer cette convention sans protestation, étant donné que vous n'aviez pas été associé en amont aux négociations ni à la commission de privatisation? Non, le Est-ce que vous président aviez a pu, protesté à il a l'époque? été le premier à informer, il a été informé de la décision du président de la République de céder à Mohamed Silla. La raison qu'il a invoquée, les deux autres avions ont été vendus à l'étranger et que celui-là, il y a un Guinéen qui veut créer une compagnie, il fallait lui donner. Il fallait lui vendre. Il a dit, il avait précisé, il ne fallait pas lui donner, mais il faut lui vendre. Et donc, lorsque les travaux préliminaires ont été menés par le ministre compétent et que moi, je devais désormais dire que c'est Air Guinée Express qui représente la République de Guinée, c'est l'instrument de la République de Guinée dans l'exploitation des droits de trafic, il fallait que je signe en tant que ministre des Transports. Ça vaut autorisation aussi. C'est moi seul qui pouvais délivrer un agrément de compagnie aérienne. Bon, nous allons revenir en fait sur l'ensemble des actifs qui ont été cédés plus tard quand on va évoquer le rapport d'audit qu'on a pris le temps d'étudier. Mais je voudrais simplement savoir, le montant forfaitaire de ces actifs a été fixé à 5 millions de dollars. Dans quelles conditions ce montant a été fixé et par quelle autorité en fait? Est-ce qu'il y a eu une quelconque évaluation ne serait-ce que de la valeur vénale des actifs avant de fixer ce montant-là? Je ne sais pas comment. Je n'étais pas représenté dans la commission d'évaluation ni de négociation. J'ai vu, c'est que j'ai pris une précaution. Une première précaution que j'ai prise, c'est de demander à UGAR à quelle valeur l'avion, le Boeing 737-200 de Air Guinée était assuré. Alors, attendez, UGAR, la compagnie d'assurance qui par ailleurs était réassurée par AXA, AXA Assurance, Ah, une... oui, 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 tout à fait. J'ai demandé D'accord. à quelle valeur, c'était aux environs de 4 millions. Ils ont mis 4 millions puisque dans la convention. J'ai vu que ce n'était pas sous-estimé. Sur cette question, la valeur de l'avion n'était pas sous-estimée. Et je sais D'accord. que, bon, donc j'ai pris cette précaution avant de signer. J'ai demandé à Bobso, le directeur adjoint de l'aviation civile, de me consulter sur Internet que coûterait un avion 700, un Boeing 737-200 âgé de 22 ans, c'est aujourd'hui sur le marché. Il m'a dit que c'est aux environs de 3 500 000, 4 500 000. C'est dans ça, en fonction du nombre des heures de vol. Et j'ai demandé à l'UGAR quel est le prix actuel, pour quelle valeur la compagnie est assurée, l'avion. Ils m'ont dit c'est aux mêmes environs. Je dis bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne suis pas, c'est la loi qui donne la compétence au ministre des Finances de privatiser. Moi, je suis ministre des Transports, donc la nouvelle compagnie doit avoir aussi un agrément. Nous allons évoquer maintenant l'exécution de cette décision de cession, notamment le transfert des actifs, d'une part, et l'encaissement du coût estimé, en tout cas, de ces actifs-là dans la convention. Quel a été votre rôle dans le transfert des actifs, de l'ensemble des actifs cédés de la compagnie Air Guinée à la nouvelle compagnie Air Guinée Express de Mamadou Sylla? Après avoir signé la convention, il y a eu un moment où Mamad Silla est venu prendre possession des actifs cédés à l'aéroport, qui est sous ma tutelle. J'étais gêné un peu parce qu'on a considéré que je risquais de saboter. Mais j'ai dit, je fais mon boulot. J'ai demandé à l'aéroport de ne pas livrer sans la main levée, de ne pas livrer les actifs sans la main levée du ministre des Finances, qui est seul compétent de savoir si ce qui est prévu dans la convention a été réalisé par le repreneur. Donc, j'ai pris encore le risque dans un contexte où El Hadj Mohamed Silla était puissant, où j'étais déjà accusé de vouloir saboter. J'ai dit, il s'est un peu fâché, j'ai dit non, l'aéroport ne livrait pas tant qu'il n'y a pas une main levée signée du ministre des Finances. Et finalement, malgré quelques critiques, le ministre des Finances a délivré ce document. C'est en ce moment et en ce moment seulement que les services de l'aéroport ont décidé de mettre à la disposition de El Hadj Mohamed Silla des actifs qui étaient cédés dans la convention. Donc, de ce point de vue-là, vous avez appliqué la convention selon les règles de l'art, en fait, hein. Vous avez cédé les Je sais. actifs uniquement lorsque le ministère des Finances a émis la main levée sur ces actifs-là. J'ai livré, j'ai fait livrer, j'ai autorisé la livraison des actifs lorsqu'il y a eu une lettre de main levée du ministre de l'Économie et des Finances qui était censé encaisser les contreparties de cette vente. C'est lui seul qui était compétent pour faire ça.
Et c'est lorsqu'il a envoyé donc ce document que Elhadji Mohamed Sylla est entré en possession des actifs. Bon, je vais poser une question, somme toute rhétorique, hein. Dans l'encaissement de ces fonds donc issus de la concession, bon, on sait que vous n'étiez pas le ministre de l'économie et des finances, mais est-ce que vous aviez été associé d'une quelconque manière en fait à l'encaissement de ces fonds-là, enfin, le paiement que Mamadou Sylla a fait à l'État guinéen, est-ce que vous aviez été associé d'une quelconque manière? Autrement dit, est-ce que une partie de ces fonds-là, ou la totalité, aurait pu, d'une quelconque manière, atterrir dans vos comptes, en fait. Non, quand même, il n'y a aucun moyen. Il y a le ministre des Finances qui a autorité sur le trésor public. Lorsque vous vendez un actif appartenant à l'État, c'est au trésor public que vous devez verser le montant. Moi, je ne suis pas mêlé à l'exécution. La partie où je suis mêlé, c'est de la livraison des actifs cédés, puisque c'est dans la convention. Mais Oui. ça, c'était subordonné à l'exécution des engagements pris par Elhadji Mohamed Sylla dans la convention. Je me suis assuré de ça en demandant donc la main levée du ministre des Finances. Mais c'est le ministre des Finances qui encaisse. Il y a une direction nationale du portefeuille, il y a une direction nationale du trésor. C'est eux qui géraient ça. Il y a une cellule de privatisation. Je ne pouvais pas être mêlé à ça. Effectivement, ça me semble assez clair. Alors, nous allons évoquer maintenant le rapport, en tout cas dans ce qu'il a d'essentiel. Alors, je voudrais simplement préciser aux internautes guinéens que j'ai le rapport d'audit, la synthèse du rapport d'audit. Alors, ce rapport d'audit a été fait sous le CNRD en 2009. Euh, donc, il a été CNDD, pas CNRD, oui, CNDD. oui, c'est CNDD, excusez-moi. Donc, le CNDD donc, du capitaine Moussa Dadis Camara, donc en 2009. Le rapport a été réalisé par Koulibaly Mamadou Salifou, Camara Lamine, Camara Siaka, Blemou Francis, et le tout sous la supervision de docteur Ousmane Kaba. Euh, Maintenant, quand on regarde de plus près ce rapport, notamment la synthèse des actifs qui ont fait l'objet de la session. On regarde le détail. Alors, il y avait un Boeing 737-200 et effectivement un autre avion Dash 7. Il y avait des pièces de rechange, donc des 10 avions et d'autres pièces de rechange, telles que dit, le dit le rapport. Et il y avait également, toujours dans la convention de cession, donc, le bail des infrastructures et installations de l'ancienne compagnie Air Guinée, donc voilà, qu'on avait décidé de bailler à un moment à Air Guinée Express, donc le moment d'où là. Donc, parmi lesquels les immeubles abritant le siège social de l'ancienne compagnie Air Guinée, donc 6 à Conakry, 6e avenue, donc à Kaloum, les ateliers et garages situés à l'aéroport de Bessia, donc Conakry, et également les immeubles appartenant à la compagnie et situés à l'intérieur du pays. Est-ce que ce détail-là, pour vous, est juste, en tout cas pour tout ce qui est actifs qui ont été cédés dans le cadre de cette convention de cession? Alors, il y avait une jurisprudence pour les terrains dans la privatisation des entreprises, parce que lorsque j'étais directeur à la Banque centrale, j'ai participé aussi à beaucoup de privatisations. Alors, et la jurisprudence, c'est que les domaines étaient souvent rétrocédés à l'État. Les terrains qui pouvaient faire un bail pour les nouvelles acquéreurs. Mais les terrains n'étaient pas une propriété définitive des entreprises, même si c'était dans leurs actifs. Alors, ce que j'ai rappelé une fois au ministre des Finances, j'ai dit les terrains, vaut mieux transférer ça. Je pense, dans la première convention, il y avait la cession des terrains. Transférer ça au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui peuvent avoir, où ils peuvent avoir des contrats de bail si nécessaire. Mais on ne peut pas, dans la jurisprudence, on n'a pas l'habitude de céder les terrains. Et c'est ce qui a été fait. Toujours dans ce rapport, il est dit que voilà, un bail commercial a été signé pour la cession donc d'un immeuble R plus un plus un autre immeuble en rez-de-chaussée au total d'une superficie de 1163,98 mètres carrés pour un loyer de 2 millions de francs guinéens. Donc ça, c'est le rapport qu'il dit. Maintenant, dans le rapport, j'aimerais évoquer avec vous un élément important qui concerne les niveaux de responsabilité qui ont été définis
dans ce rapport. Il y a eu trois niveaux de responsabilité qui ont été définis dans ce rapport. Le premier niveau de responsabilité concerne les personnes qui ont initié et effectué les opérations de cession. Et parmi ces personnes-là, le rapport vous cite. Première personne, M. Selou Dalein Diallo, ministre des Transports et des Travaux publics à l'époque des faits, qui a instruit Ibrahima Kamara, alors directeur de l'unité de privatisation, de préparer le décret de dissolution de la compagnie Air Guinée et la convention de cession des actifs à M. Mamadou Silla, opérateur économique. Juste avant de vous passer la parole, j'aimerais apporter un élément d'éclaircissement. On sait que M. Ibrahima Kamara, qui est le directeur de l'unité de privatisation, relève du ministère de l'économie et des finances. Vous êtes ministre des Transports et des Travaux publics. J'aimerais vous poser une question. Par quel moyen ou par quel acte administratif avez-vous instruit un cadre d'une direction qui ne relève pas de votre ministère en vue de préparer un décret de cession et des conventions de cession? J'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu là-dessus. Ben, je n'ai rien dit. J'étais surpris de voir en 2022, dans le rapport, ce dont on m'accusait dans la privatisation de Erguiné. C'est d'avoir pris seul la décision de vendre sans appel d'offres Erguiné à Mamad Silla. Et à cet effet, j'ai instruit le directeur de l'unité de privatisation de préparer un décret de dissolution. Quand même, je suis ministre. Si j'ai besoin de quelque chose dans un ministère, je m'adresse à mon collègue. Comment puis-je appeler un cadre d'un ministère pour lui donner des instructions pour une décision aussi grave? La vente de l'avion de commandement du président de la République au meilleur ami à l'époque du président de la République. Lorsque j'ai parlé, il faut que je revienne là-dessus, à Cheikh, il m'a dit, écoute, comment régler le problème avec la Cheikh, c'était l'ancien ministre de non, l'économie, c'était voilà, le ministre de l'économie. Cheikh Amadou Kamara. Donc, cette affirmation est fausse, elle est sans fondement. Je ne peux pas donner... Et puis, Ibrahima Kamara, c'est un garçon averti, un homme cultivé. Il ne peut pas recevoir des ordres de ma part et les exécuter. Or le rédacteur du rapport, Ousmane Kaba, a dit que M. Ibrahima Kamara a appliqué mes instructions sans même en parler à son ministre. Et que c'est lorsqu'il a fini qu'il en a parlé à son ministre. Mais quand même. Non, mais on va y venir. Effectivement, c'est Il a écrit une noir sur culture blanc. administrative suffisamment forte, Ibrahima Kamara, qu'il ne peut pas faire ça. Et oui, mais le projet me semblait, de décret, attendez, je précise, oui. un projet de décret à soumettre au président de la République ne peut être transmis que par le ministre à la présidence pour signature. D'accord. Non, mais effectivement, pour toute personne avertie un peu des cultures administratives, ça semble un peu aberrant de dire qu'un ministre peut donner une instruction en fait à un cadre, un directeur d'un autre ministère et que ce cadre l'exécute en fait, hein, et qu'il n'y ait pas derrière de conséquences. Enfin, le ministre tutelle de ce cadre en fait peut le démettre pour. Enfin, ça me semblait un peu aberrant. Toujours est-il que dans le rapport, il est indiqué que vous n'aviez pas été auditionné pour cause d'absence du territoire. Enfin, est-ce que vous avez été, on vous a joint au téléphone, on a essayé de vous contacter sans succès? Enfin, pouvez-vous nous Docteur, dire, oui. je t'ai dit que c'est en 2022 que j'ai vu ce rapport. Je n'ai été interrogé ni avant, ni pendant, ni après l'audit et la réalisation et l'exécution de cette décision du Conseil des ministres et qui a été validée aussi par un décret du président. Je n'ai pas été interrogé pendant l'audit, ni après l'audit. Donc, j'ai vu le rapport seulement en 2022, j'ai vu que j'étais accusé d'avoir été à l'initiative de cette privatisation et que j'ai donné des instructions à M. Ibrahima Kamara pour exécuter cette volonté, pour mettre en œuvre cette volonté du président de la République. On n'a même pas dit du président de la République, on a dit ma propre volonté. Après, on va jusqu'à m'accuser d'avoir encaissé le montant, le produit de la vente.